Très bien. Anne Courcoux à La Rochelle. Oui. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis Anne Courcoux, je suis directrice de la médiathèque d'agglomération de La Rochelle. Voilà, donc je vais pouvoir vous parler de la situation d'une bibliothèque de lecture publique assez importante face à cette crise Covid et de ce qui a pu se passer aussi sur le réseau des bibliothèques. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, dernière intervenante qui se trouve à côté de moi parce que Boulazac, c'est juste à côté de Périgueux, Laurence Petit. Bonjour, donc Laurence Petit, je suis directrice de la médiathèque de Boulazac-le-Manoir, qui est donc, comme vient de le dire Jean-Marie, à la périphérie de Périgueux. Donc c'est une médiathèque d'une commune de 10 000 habitants qui a 4 ans d'existence, sur 1200 mètres carrés et il y a 8 agents. Voilà. Laurence, est-ce que tu pourrais t'approcher un tout petit peu, s'il te plaît, car le son est moins bon, car tu es un petit peu loin du micro. Merci beaucoup. D'accord. Ah, super. Voilà, donc merci à nos trois participantes. Donc, comme je l'ai dit, comme vous le savez, tous nos établissements, grands et petits, ont été confrontés du jour au lendemain à une fermeture brutale, à 2 mois de fonctionnement tant bien que mal en mode confiné, puis ensuite à une réouverture très progressive et avec des aléas qui se poursuivent encore aujourd'hui. Et je sais que ça a été compliqué pour tout le monde de participer ou d'intervenir à cette journée dans une période qui est vraiment très particulière. Mais c'est bien de pouvoir se retrouver tous ensemble et de se poser la question comment ça s'est passé, quelles leçons en tirer, et puis qu'est-ce que ça nous révèle aussi sur les missions des bibliothèques. On va se poser tour à tour 3 questions. D'abord, la médiathèque face à l'urgence. Chacun va témoigner comment les établissements, comment ils ont réagi en mars dernier, et qu'est-ce qui a été mis en place pour maintenir une activité en mode fermeture et confinement. Ensuite, il y aura un deuxième tour où chacun pourra présenter un bilan de ses actions. Et enfin, troisième temps d'échange, quelle piste pour la suite, que sera le monde d'après pour chacun des établissements concernés et qu'est-ce que ça a pu changer ou pas sur notre regard sur les missions des médiathèques. Donc voilà, première question, c'est la médiathèque face à l'urgence. Comment à La Rochelle, comment à la BDP de la Creuse ou comment à Boulazac, les collègues ont réagi en mars, comment ont été évalués les besoins, les continuités d'activité et très concrètement, parce que le but aujourd'hui c'est que ça puisse servir aussi aux participants de cet atelier, quelles actions ont été mises en place. Je laisse la parole pour commencer à Viviane Olivier. Oui, donc, excusez-moi. Donc, dans le cadre, quand la crise a été décrétée, évidemment, depuis quelques jours, on était un petit peu en alerte. Pour nous, bibliothèque départementale, il s'agissait de maintenir le lien le plus possible avec les bibliothèques du réseau. Sachant que comme beaucoup de bibliothèques départementales, notre activité elle s'exerce à travers bien sûr le conseil aux communes, le conseil aux bibliothèques, la desserte donc documentaire et dans cette desserte documentaire, soit le bibliobus, soit les navettes. Et que bien sûr, tout de suite, dès que le confinement a été décrété, on a suspendu immédiatement tous ces services. Donc, les premières réactions pour nous, ça a été de communiquer avec le réseau régulièrement. Ça veut dire que nous, on a été confinés et qu'on est une équipe de 17 personnes. Donc, on nous a demandé le mardi 17, je pense, à midi, toutes les équipes devaient être confinées à domicile. Donc, personne n'est resté dans l'établissement. Et donc, à ce moment-là précis, j'étais la seule à être équipée en télétravail. Par chance, je l'étais, ce qui était quand même important. Et par la suite, une partie de mon travail a été aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, de maintenir le lien avec l'équipe et de développer les outils avec ma tutelle pour pouvoir maintenir ce lien. Mais le plus urgent au départ, c'était donner l'information à toutes les bibliothèques
Comme vous l'imaginez, on a été interrogé très rapidement par beaucoup de bibliothèques pour savoir quelle était la conduite à donner. Dans les petites communes, il y avait des maires également qui nous interrogeaient. Donc, on a eu, pour ce qui me concerne, j'ai passé beaucoup de temps par messagerie ou par téléphone à faire circuler de l'info. Dans un deuxième temps, mais vraiment au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, j'ai pu impliquer, alors mon adjointe Marie-Pierre a pu très vite reprendre le relais avec moi, mais mes collègues référents, ça a été plus tardif parce qu'il se trouve qu'à l'époque, au moment où le confinement a été décrété, le télétravail était assez peu développé dans la collectivité. Uniquement pratiquement pour les cadres et pas tous. Et donc, il y a eu un énorme travail mis en œuvre au niveau de la collectivité pour cet équipement. Par rapport au réseau, dans les autres services qu'on a essayé de mettre en place très rapidement, puisque tout s'arrêtait, il se trouve qu'il y a des bibliothèques départementales qui ont une offre numérique, de ressources numériques plus ou moins importante. Et pour nous, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous avons une offre, nous avons un portail comme toutes les bibliothèques, mais qui pour l'instant pointe surtout vers des ressources gratuites en ligne. Et nous sommes en train de commencer timidement à développer une offre de ressources, notamment en auto-formation, mais qui n'est pas encore en place. Voilà, ça faisait partie des choses qui étaient en cours. Et donc, nous avons, mon adjointe notamment, Marie-Pierre, a mis en place, dès que possible, une veille sur les ressources numériques qui ont un peu fleuri à ce moment-là aussi, et pour pouvoir surtout avoir un rôle à travers le portail de mise en évidence, de valorisation chaque jour d'une ressource numérique différente, de manière à ce que les bibliothèques puissent se l'approprier. Je voulais dire aussi qu'en face, les bibliothèques, il y a eu plusieurs réactions. La plupart, comme vous l'imaginez, en bibliothèque départementale, nous avons, pour ce qui nous concerne, environ 105 bibliothèques dans le réseau. Nous sommes un petit département. Je n'ai pas présenté le département de la Creuse, mais au niveau de la population, 120 000 habitants, département de l'hyper-ruralité, comme on dit aujourd'hui, mais beaucoup de bibliothèques. Essentiellement bibliothécaires bénévoles, des salariés. Nous avons cette chance de développer malgré tout des bibliothèques professionnelles dans le réseau. Et donc, certaines bibliothécaires salariés sont restés en poste à la demande de leur mère, soit parce qu'elles étaient seules. Et donc, nous ont sollicité pour savoir si elles pouvaient faire du portage à domicile, si elles pouvaient mettre dès cette époque-là un drive pour les usagers. Et donc, notre rôle, ça a été mon rôle en l'occurrence à ce moment-là, ça a été de conseiller au maire de vraiment cesser toute activité en attendant que les consignes sanitaires du ministère soient développées. Et alors, pour ne pas monopoliser trop le temps de parole, dire qu'une des activités importantes qu'on a eues dans ces jours-là, c'était énormément d'échanges au niveau de l'interprofession, que ce soit de l'interassociation, même avec l'association ABF. Je fais partie de pas mal d'instances et je suis vice-présidente du groupe régional Limousin, ce qui fait que tout de suite, on a beaucoup communiqué notamment dès cet instant sur l'envie de donner des outils aux bibliothèques, et avec l'association des bibliothécaires départementaux, l'ABD, où il y avait cette même mobilisation. Et ça a été extrêmement riche. Ça a été un grand soutien pour pouvoir préparer déjà, dès ce moment-là, l'après et les services qu'on allait pouvoir proposer. Je peux arrêter là, peut-être pour le moment. Merci beaucoup. Du coup, Anne Courcoux. Oui. Alors, je pense que beaucoup de collègues vont le partager. Hein. Il n'y a rien de
je pense, original à la situation à La Rochelle. On s'est retrouvé vraiment dans la très très grande urgence, puisqu'en fait, on nous a demandé de fermer la médiathèque le samedi midi, et ça avait été décidé la veille, sous pression des organisations syndicales. Jusque-là, tout était maintenu, y compris les animations. Donc, les collègues ont vraiment subi l'urgence, avec certains collègues qui n'ont pas pu revenir dans le bâtiment, puisqu'à partir du lundi suivant, il ne nous était pas autorisé d'accéder au bâtiment. Donc, il y a des collègues qui ne sont pas revenus du tout, qui n'ont pas pu préparer leur départ et leur confinement. Donc ça, voilà, ça a été une donnée que je pense beaucoup d'autres structures ont partagé aussi, sûrement. Des conditions assez défavorables, parce que, comme ailleurs, je pense, nous n'avons pas été considérés comme un service indispensable. Il a même été dit à un moment qu'on n'était pas un service essentiel, donc moi je suis un petit peu revenue sur ces définitions, mais je pense que ça sera intéressant dans nos collectivités qu'on puisse échanger maintenant que la crise est passée sur ces adjectifs-là, puisqu'on nous a demandé de ne pas revenir dans le bâtiment pour des questions d'alarme et de simplicité. Moi, j'ai réussi quand même à négocier de pouvoir revenir parce qu'on a des collections patrimoniales et que c'était impensable de laisser le bâtiment pendant 2 mois sans personne. Et d'ailleurs, heureusement que moi, je suis passée régulièrement constater la température, enfin vérifier la température et le taux d'hygrométrie, parce qu'on a eu une panne de la clim pendant une période où il a fait relativement chaud. Donc, ça aussi, c'était une dimension importante. Laisser un bâtiment où il y a des collections patrimoniales vides pendant 2 mois, même s'il y a des rondes des services techniques, il y a quand même une expertise bibliothèque qui était nécessaire. Et puis en plus, on a des abeilles au-dessus du toit de la médiathèque, et les abeilles ne respectaient absolument pas le confinement. Il fallait que l'apiculteur vienne intervenir sur les abeilles avant qu'elles se déplacent dans tout le quartier. Donc voilà, on a réussi grâce à ça à négocier, au moins pour moi, que je puisse venir régulièrement dans le bâtiment, ce qui nous a quand même simplifié la vie, puisqu'on était tous partis un petit peu à l'arrache et qu'il a fallu récupérer des documents. Anne, est-ce que je peux vous interrompre? Oui. Et Florence, voilà, j'ai une question de Benoît de l'Alpha Médiathèque de Grand Angoulême. Je pense que cette question doit s'adresser à tous, ou peut-être particulièrement à Viviane. La question, c'est pourquoi parler de pression des organisations syndicales? N'était-ce pas de la prévention et du bon sens? Non, mais la pression, c'est pas forcément, c'est pas du tout péjoratif quand je le dis. Je dis simplement que la collectivité n'avait pas forcément pris la mesure des conséquences sur les activités de la médiathèque. La collectivité était assez focalisée sur l'arrêt des animations, mais c'est aussi une leçon, c'est assez classique. On connaît tous, je crois quand même, on se rend bien compte qu'il y a une assez forte méconnaissance du quotidien de notre métier. Et donc, la collectivité souhaitait arrêter les animations, mais ne voyait pas le danger sur le prêt de documents, qui est quand même, à mon sens, à mon avis, beaucoup plus risqué que même une animation dans une salle de spectacle. Prêter un document, c'était... Non, quand je dis sous pression, c'est que c'est pour cette raison-là que les choses se sont faites aussi rapidement,
parce que ça faisait un petit moment qu'on alertait, enfin qu'on était plusieurs responsables de services au public divers et variés à alerter, mais qu'en fait, ça s'est accéléré parce que ça s'est fait dans ces conditions-là. C'était pour expliquer plus tôt, mais alors je me suis peut-être mal exprimée, pour expliquer pourquoi ça s'est fait aussi rapidement, ce qui pour nous a été un handicap majeur. C'est-à-dire quand on vous prévient le vendredi après-midi que vous arrêtez et que vous fermez la médiathèque le samedi midi, c'est très compliqué d'organiser le confinement. C'était ça, hein, l'objet de mon propos plutôt. Merci. Voilà. Ça répond à la question, enfin, de mon point de vue. Il faudra que Benoît le dise, je ne sais pas. Bien, allez-y, j'ai une autre question de Mathilde, mais on la posera peut-être plus tard. D'accord. Alors, l'autre vraie difficulté qui a accéléré l'urgence, c'est que nous avons un logiciel qui n'est pas en full web. Donc ça, on pourra en parler sur le bilan. Dans ce genre de situation, c'est extrêmement problématique, puisqu'en fait, sur le réseau des médiathèques de La Rochelle, on a 2 logiciels. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire qui est très compliquée. Et il y a un réseau qui est avec un logiciel full web, l'autre non, et ça a été quand même beaucoup plus simple au niveau de la gestion informatique, enfin du SIGB et du portail, pour ma collègue qui était en full web. Donc nous, ça a été un petit peu difficile. Et du coup, compte tenu de toutes ces circonstances, on s'est retrouvé à gérer le confinement avec 5 portables, en fait, qui avaient accès au SIGB. On est un service de 67 personnes et on s'est retrouvé à 5 à pouvoir intervenir sur le logiciel. Donc, c'était des conditions un petit peu difficiles. Et après, des conditions liées au service lui-même, mais là aussi, je pense que d'autres collègues l'ont sûrement vécu. Il y a une directrice adjointe qui venait d'arriver depuis 1 mois, qui avait pris son poste 1 mois avant le confinement, après 5 mois d'absence de la collègue qui était directrice adjointe avant. Et c'est vrai qu'une prise de poste en direction 1 mois avant le confinement, ça a été aussi très difficile pour elle et ça a beaucoup, ça nous a poussé à faire des choses très intéressantes, mais dans des conditions un petit peu difficiles. Voilà. C'est la même question que Viviane pour la Creuse. Ce n'est pas du tout d'habitude de télétravail. Donc, une vraie difficulté à gérer le travail à distance dans l'établissement. Voilà. Sur les actions, je ne sais pas si on en parle tout de suite. Oui, peut-être très rapidement, quelques mots, une ou 2 actions, oui. Ouais, quelques actions, hein, c'était prévu d'en parler maintenant. Une action majeure qu'on fait au quotidien, je crois, quand on est en poste de direction dans une bibliothèque, c'est le management. Mais là, ça a été un management très, très particulier. Le confinement, puisque nous, sur une structure de 67 collègues, avec des collègues qui habitaient assez loin de la médiathèque, avec parfois un réseau très dysfonctionnant, même au niveau du téléphone, on a passé 15 jours déjà, à peu près 15 jours, à essayer de mettre en place les moyens de se contacter entre nous. Des collègues pas du tout habitués à travailler avec un extranet. Moi, je me suis vue passer du temps au téléphone pour expliquer à des collègues comment accéder à leur boîte mail depuis chez eux. Et là, ça nous permet de prendre conscience de la fracture numérique dans nos territoires. Voilà, des collègues qui ne pouvaient pas du tout avoir accès de la journée ni à l'informatique, parfois même au téléphone. Parfois, il s'agissait de responsables, donc très compliqué de maintenir le lien avec les équipes dans ces conditions-là. Donc, ça nous a occupé une grosse partie du confinement. Maintenir le lien avec les collègues, savoir dans quel état de santé ils étaient aussi, parce que c'était une préoccupation. Et parallèlement, développer le service aux usagers dans ces conditions-là. On a rendu les inscriptions gratuites pendant toute la période, mais on était 5 à gérer ça. Les cartes proximité qui ne donnaient pas accès aux ressources numériques sur l'ensemble du réseau, on les a transformées en cartes réseau pour permettre aux usagers d'avoir accès aux ressources numériques. On a élargi
augmenter le nombre de quotas en vidéo, donc au niveau des ressources numériques. Et sur les 5 personnes qui avaient un poste, il y a une personne qui a été dédiée pendant tout le confinement à la médiation numérique, soit par informatique, soit par téléphone, pour que tous les usagers qui jusque-là n'utilisaient pas les ressources numériques puissent être accompagnés dans leur prise en main de nos ressources numériques qui ont explosé comme partout ailleurs. Voilà. On en a profité pour lancer Instagram, pour développer Facebook, pour proposer des sélections sur les ressources, mais ça c'est assez classique je crois, sur les ressources numériques qui étaient proposées un peu partout en France et Voilà. essayer de faire la médiation autour de ça. Et puis une action qui a pas mal fonctionné, qui était plutôt sympathique. On a ressorti des cartes postales anciennes qu'on avait numérisées et on a fait un jeu via Facebook pendant tout le confinement pour que les usagers puissent deviner quel était le lieu représenté sur cette carte postale ancienne, et on a fait ça sur tout le territoire de l'Aglo. Voilà, pour faire rapide, pas prendre trop de temps. Très bien, merci beaucoup, mais je pense qu'on pourra revenir tout à l'heure sur le bilan. Et maintenant, je laisse la parole à Laurence, pareil, pour quelle réaction face à l'urgence. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire la collègue de La Rochelle, nous, on a la chance d'être en full web, ce qui a considérablement simplifié la tâche pour pouvoir travailler depuis nos domiciles respectifs. Et d'autre part, on s'est octroyé le droit, on ne nous l'avait pas interdit, de venir les uns après les autres chercher ce dont on avait besoin dans la structure pour pouvoir être plus efficace à la maison. Alors, ça a été des documents pour certains, pour d'autres, ça a été du matériel pour pouvoir proposer des ateliers créatifs en ligne aux adhérents. Pour d'autres, ça a été bien évidemment des documents pour les cataloguer. Et puis, c'était aussi des outils pour travailler. Pour ceux qui n'avaient pas les outils nécessaires, on a pris une tablette, pris un ordinateur portable pour pouvoir travailler depuis chez nous. Alors, c'est tombé dessus, comme pour tout le monde, relativement doucement. Mais j'avoue que, alors la chance qu'on a, c'est d'être que 8 entre guillemets, ce qui peut sembler beaucoup à un certain nombre des participants qui sont dans de plus petites structures. Mais ça a l'avantage de pouvoir garder un lien de façon assez aisée. À 8, c'est facile de faire une réunion Zoom, par exemple. Et du coup, le lien a été plus facile à maintenir. Et je crois que ce à quoi on s'est attaché au sein de l'équipe, c'est de savoir comment on pouvait garder le lien avec nos adhérents. Voilà, ça a vraiment été ça, la principale action à laquelle on s'est attelé, en dehors bien sûr de garder le lien entre nous, etc. Hein, et de leur proposer des choses. Alors on a eu la chance de pouvoir proposer, alors qu'au départ c'était pas gagné, gratuitement aux adhérents qui n'y étaient pas encore abonnés à la médiathèque numérique proposée par la bibliothèque départementale. Et je crois qu'il y a eu une grosse montée des inscriptions à ce moment-là. Nous, on a beaucoup communiqué là-dessus aussi avec à nos adhérents. Et au sein de mon équipe, on a aussi essayé de rendre les choses un peu plus légères en concoctant des mails hebdomadaires à nos adhérents, en sachant qu'il y a une faible minorité de gens qui les ouvrent, mais bon, ça après c'est un problème encore différent, pour essayer de leur proposer des choses un peu ludiques, un peu qui les sortent de l'angoisse et de l'isolement dans lequel ils pouvaient se trouver. On a un Facebook aussi assez actif et du coup, on s'est mis à mettre 2 posts Facebook par jour pour essayer de garder le contact aussi, en dehors de ce mail hebdomadaire. Et quelque chose qui me semble, alors ça sort des missions de la médiathèque à proprement parler,
mais en lien avec les services qui font le lien social à la mairie, CCAS et centre social. La majorité du personnel de la médiathèque est rentré dans un dispositif qui permettait d'appeler les personnes âgées pour conserver du lien social. Donc, c'est un peu en dehors de nos missions, mais on a estimé que notre travail ne nous prenait pas forcément tout notre temps, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas en plus des enfants à gérer, tout ça. Et donc, ça a permis de renforcer le lien social auprès des personnes âgées. Donc là, maintenant, on a repassé la main et on ne le fait plus. Mais c'est quelque chose qui nous a semblé, ça permettait aussi d'avoir un lien avec les services municipaux. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir pu participer à ce maintien du lien avec les personnes isolées. Laurence, à ce propos, j'ai une question. On Oui. me demande si les DSI ont joué le jeu. Je suppose que c'est une question qui vous concerne tous les trois. Les directions des services informatiques ont-elles joué le jeu dans ces ouvertures très grandes qui ont eu lieu des services dans les... Alors, je vais être tout à fait clair. Oui. Il n'y a pas de DSI à la mairie de Boulazac-et-Manoir. D'accord. Voilà. Donc, nous, on s'est débrouillés. Nous, on a eu absolument. C'est vraiment en interne qu'on s'est débrouillé. Voilà. D'accord. Anne, à La Rochelle? À La Rochelle, ça a été très difficile puisqu'on n'était pas considéré comme un service indispensable ou essentiel. Et donc, on est parti, nous, samedi, avec nos postes, les 5 portables qu'on avait, qu'on s'est répartis, avec un accès qu'on appelle VPN, pour ceux qui sont habitués à travailler comme ça. Et j'ai réussi, alors on est parti avec 4 postes, et j'ai réussi, pendant le confinement, à négocier, mais de haute lutte, un poste, un portable en plus, en valorisant les statistiques de fréquentation des ressources numériques et en disant qu'il fallait absolument un autre poste pour qu'on puisse dédier vraiment exclusivement une personne à la médiation avec les usagers qui se lançaient dans le numérique, ce qui est d'après moi, une des choses assez positives de ce confinement, parce qu'il faut bien en trouver aussi. Voilà. Mais non, on n'a pas du tout eu de soutien. On n'était pas dans les priorités. Les priorités, c'était de permettre le télétravail aux services qui étaient jugés depuis bien avant aussi le début du confinement comme des services devant être maintenus de manière prioritaire. Et on n'était pas dans la liste. Voilà. Et Jean-Marie, à Périgueux, est-ce que la DSI a joué le jeu? C'est pareil, la DSI s'est retrouvée comme tout le monde un petit peu face à la situation. Concrètement, en termes d'accès VPN, on a eu un seul, mais c'était uniquement pour l'accès au réseau mairie parce que nous avons la chance d'avoir un SIGB full web, donc il y a pu avoir ponctuellement d'autres interventions. À Périgueux, on s'est quand même pas mal débrouillé par nous-mêmes. On avait notamment eu la chance de recruter un médiateur numérique juste 2 semaines avant qui nous a pas mal aidé pour mettre en place des outils, y compris pour échanger en interne et pour essayer aussi de développer un petit peu nos actions en direction des usagers. J'ajoute aussi, pour rebondir sur ce que disait Laurence par rapport à la médiathèque numérique, j'ai vu que Ludovic aussi de la bibliothèque départementale a aussi réagi à ce sujet-là. Sur la Dordogne, c'est un service qui est commun porté par la ville de Périgueux et tout le réseau départemental. Un service qui a rencontré un énorme succès, qui a d'ailleurs posé des problèmes budgétaires assez importants, notamment au département. Et alors là, c'est vrai que ça a pu être plus compliqué pour bien organiser un travail fluide entre les équipes de la ville de Périgueux et les équipes du département. Voilà, pour bien développer cette valorisation. Voilà. Est-ce que par rapport à la question sur la DSI, est-ce que Viviane Olivier veut ajouter quelque chose? Oui, moi je peux rajouter que quand même, bien qu'effectivement on n'était peut-être pas considéré comme service prioritaire au tout début, malgré tout,
Il se trouve que la bibliothèque départementale dans notre département est intégrée au pôle des stratégies territoriales, c'est-à-dire qu'on est intégré comme un service qui est au service des territoires. Donc, au tout début, comme je l'ai dit, on n'avait que un seul poste en télétravail. Rapidement, on en a eu un deuxième. Alors, on a essayé de faire équiper les portables qui nous servent, vous savez, pour les tourner dans les bibliothèques départementales. Mais en fait, c'était un peu trop lourd techniquement pour la DSI. Donc, ce qui nous a été proposé à ceux qui le pouvaient, il y a une personne, notamment une secrétaire, qui a accepté qu'on installe un VPN sur son matériel personnel. Donc, elle a pu nous rejoindre en télétravail. Et ensuite, on a fait du travail à distance un peu différemment, c'est-à-dire qu'on a quand même utilisé. On a obtenu par rapport à Anne des autorisations pour pouvoir éventuellement se rendre à certains moments dans le bâtiment pour certains collègues. Et donc, certaines collègues sont venus chercher un portable qui avait quand même la base installée en différé, puisque malheureusement, on n'était pas en full web. Ça sera une des conséquences de l'après, puisqu'on est en réinformatisation. Donc là, je pense qu'on n'aura pas besoin de convaincre. Et donc, certains collègues ont pu emmener un portable à domicile avec des collections et sont revenus de temps en temps chercher des collections. Mais voilà, à chaque fois, il fallait quand même qu'on sache, c'était très encadré, savoir qui venait, à quel moment. Marie-Pierre, mon adjointe aussi, est venue à plusieurs moments parce qu'elle habitait sur place. Moi, j'habite à la campagne, donc j'ai fait ça de chez moi. Je suis très peu venue dans les locaux, mais Marie-Pierre, qui était sur Guéret, est venue plus souvent. Et notamment, on a, au tout début, constitué un fonds pour les enfants du centre départemental de l'enfance et de la famille qui se trouvaient démunis. Donc voilà, on a essayé de répondre comme ça. On a essayé de répondre, de mettre en place des projets par rapport aussi au collège pour apporter éventuellement nous avons été obligés d'annuler notre festival de contes annuel au mois de mai et on a essayé de mettre en place, enfin j'ai essayé de mettre en place avec une conteuse du conte à distance, mais finalement ça n'a pas pu se faire parce que les temps de réaction de l'Éducation nationale c'était vraiment trop compliqué pour eux. Voilà, mais ce que je peux dire quand même, c'est que la DSI a fait vraiment le maximum. À un moment donné, je crois on est passé de 120 postes à 250. Alors, on est 1200 agents, on est une petite collectivité en Creuse, mais quand même. Après, je pense que techniquement, ils n'auraient pas pu aller vraiment au-delà. Et je pense que pour eux, donc dans l'avenir, c'est aussi quelque chose qui va changer. Les travailleurs sociaux étant évidemment prioritaires. Mais j'ai déjà obtenu que prochainement, tous les bibliothécaires qu'on dit référents de territoire, qui travaillent avec des territoires, seront équipés de matériel mobile pour pouvoir travailler à distance. Voilà. Et que le prochain SIGB sera full web. Merci beaucoup. Alors, comme le temps passe et qu'il nous reste en fait juste un quart d'heure sur cette table ronde, je propose de grouper les deux dernières questions. Et si vous pouviez chacune dire en quelques minutes à la fois le bilan des actions et en même temps quelles pistes pour la suite, est-ce que ça va changer des choses ou pas dans votre façon de fonctionner pour la suite. Viviane, vous avez déjà donné quelques éléments, oui. Mais est-ce que notamment, pour commencer avec vous, quelles sont les remontées du réseau départemental suite à cette crise? Est-ce que les outils que vous avez mis en place, nouvelles procédures, est-ce que ça a eu du succès et est-ce qu'il vous a été remonté que ça les a aidés ou est-ce qu'ils étaient quand même encore en difficulté? Alors, a priori, les retours sont plutôt bons parce que c'est vrai que je me suis attachée vraiment à diffuser de l'information le plus possible et à maintenir le lien. Et par rapport aux collègues aussi référents de territoire, même s'ils n'avaient pas d'équipement, au bout de quelques semaines, je leur ai demandé autant que possible, en fonction du fait s'ils avaient des enfants ou pas, de pouvoir reprendre un contact téléphonique avec chaque lieu de leur territoire et de faire le point.
Nous étions en plus en campagne, vous savez, de scribe, puisque nous modérons les statistiques nationales pour tout le réseau, y compris Guéret. Et donc ça a été voilà, une occasion aussi de maintenir le lien. Les retours ont été plutôt bons a priori, c'est-à-dire qu'on a eu après coup des remerciements. Souvent, j'avais des salves de remerciements quand j'envoyais un message en disant merci de penser à nous, voilà, j'espère que vous allez bien, etc. Donc, on a quand même réussi à maintenir ce lien et après coup, on a eu quelques bibliothèques qui ont témoigné effectivement du fait que ça les avait, comment dire, elles se s'étaient senties quand même moins seules pendant la période. Je dis ça d'autant plus que j'ai d'autres collègues d'autres départements qui m'ont dit que ça n'avait pas toujours été le cas dans leur département et qu'elles en avaient souffert. Et pour l'après, donc j'ai déjà parlé du SIGB et j'étais en projet depuis longtemps de demande de restructuration des bâtiments. Je pense que c'est peut-être susceptible aussi d'accélérer un petit peu ça, d'avoir l'oreille de nos élus, dans la mesure où je voudrais par exemple créer une plateforme logistique beaucoup plus efficace et beaucoup plus ergonomique, et qu'en ce moment, avec les quarantaines et les préparations de documents, ça paraît c'est d'autant plus légitime d'avoir cette demande-là. Je pense qu'on va pouvoir se réorganiser un petit peu différemment. Et je pense qu'on a tous en tête que ça peut se reproduire, malheureusement, tôt ou tard, ou dans d'autres circonstances, et qu'on sera un peu mieux armé sans doute à ce moment-là, donc pour y faire face. Et puis donc, oui, j'ai dit également que nous aurons du matériel mobile pour tous les référents de territoire, de manière à ce qu'ils puissent à l'avenir travailler à partir d'outils du département et pas de leurs outils personnels. Merci beaucoup. Sur La Rochelle, est-ce que, notamment, vous avez évoqué la mise en place d'inscriptions gratuites pour l'accès aux ressources numériques. Est-ce que ça a rencontré du succès? Est-ce qu'il est question de prolonger ça ensuite pour la suite? Et de même, par rapport à ce que vous avez mis en place sur les réseaux sociaux, le compte Instagram, est-ce que ce sont des choses qui vont être pérennisées, Anne Courcoux? Oui, il est bien sûr que le compte Instagram, on le maintient. Les inscriptions gratuites, comme on a réouvert tous, alors à La Rochelle, on a réouvert vraiment de manière quasi normale, hein, à part forcément port du masque obligatoire, lavage des mains, distanciation. On a réouvert tous les services depuis le 15 juillet. Et on a relancé l'animation depuis le 1er août, avec une fréquentation qui est pas bonne, hein, comme partout, clairement, mais qui va beaucoup mieux depuis qu'on a relancé les animations. Donc, c'est étonnant, mais voilà, on commence à avoir un petit peu de monde quand même depuis qu'on a relancé l'activité classique. Enfin, l'animation à La Rochelle, c'est très très important, hein, c'est vraiment on a une grosse politique d'animation. Et sur la gratuité des inscriptions? Non, sur la gratuité, moi j'essaie depuis des années, mais on n'y arrive pas. En revanche, on a maintenu le nombre l'élargissement des quotas aux ressources numériques, ce qui a des incidences financières assez importantes. Mais on ne va pas revenir en arrière, c'est évident. On a une baisse quand même de l'utilisation des ressources numériques depuis qu'on a réouvert, c'est clair. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui attendaient qu'on réouvre. La relation avec les usagers, je trouve qu'elle est encore meilleure qu'avant, depuis le confinement. Ils étaient vraiment très, très contents qu'on ouvre. Quand on a ouvert au départ fin mai avec le prêt à emporter, ils ont été vraiment absolument adorables, alors qu'on se disait qu'ils allaient peut-être un petit peu râler. Ça s'est très bien passé. Moi, le regret que j'ai, c'est peut-être de ne pas avoir maintenu le prêt à emporter, mais c'était vraiment très difficile sur une structure comme la nôtre
avec en plus la question de la quarantaine sur laquelle je voudrais un peu insister parce que c'est quand même une vraie problématique pour nous. C'était difficile de réouvrir normalement et de maintenir le prêt à emporter en même temps. Ça a été trop compliqué. Je pense que le prêt à emporter répondait à un vrai besoin. Ça a très bien marché chez nous, vraiment, alors qu'on n'a pas de click and collect. Hein. Et qu'on a fait ça. Alors, on a permis aux gens de déposer des listes papier, on leur a permis de nous téléphoner, on s'est équipé en téléphone mobile et portable pour pouvoir répondre assez rapidement. Ça a été une grosse logistique, mais ça a très bien fonctionné et ça nous a permis depuis fin mai de maintenir le lien vraiment avec les usagers par téléphone. Et je pense que c'était vraiment un service qui a joué un rôle très important et qui était intéressant et qui était très sécurisant pour une partie des usagers. Voilà. Nous aussi, on va passer en full web plus rapidement que prévu. Moi, j'en suis ravie. Et puis, la DSIC a décidé d'équiper l'ensemble des services de la collectivité, de remplacer tous les PC par des portables. Et nous, on va en bénéficier. Ça nous simplifiera la vie d'avoir du matériel mobile comme pour les collègues de la Creuse s'il y a à nouveau ce genre de situation. Voilà. On a beaucoup travaillé à la simplification des consignes sanitaires parce qu'on trouvait vraiment que c'était trop complexe. Et on a essayé avec les usagers de leur donner vraiment des informations simples et de donner les mêmes consignes sur l'ensemble du bâtiment parce qu'il y a une telle complexité des textes aujourd'hui que dans une salle de conférence, vous n'avez pas les mêmes possibilités que dans le reste du bâtiment, la médiathèque. On a beaucoup travaillé à une simplification de ces consignes pour que ça ne soit pas une source de conflit entre les usagers et entre les usagers et les collègues. Ça, c'est un des gros chantiers aujourd'hui. Le chantier, moi, qui me stresse un petit peu, c'est la quarantaine. Parce qu'on ne peut pas nettoyer les documents dans une structure comme la nôtre. On a trop de retours de documents, ce n'est pas possible. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, les documents sont stockés dans la salle d'exposition et d'ici quelques semaines, on doit réouvrir la salle d'exposition. Donc, comment stocker les documents en quarantaine ? Je pense que c'est une des problématiques des grosses structures, ou des structures qui ont un gros volume de prêt de documents, en sachant que nous, on a une quarantaine qui pourtant n'est que de 3 jours. Voilà. Est-ce que par rapport à cette question de la quarantaine, notamment du click and collect, alors on espère tous que la quarantaine, on en sortira assez rapidement, parce que ça voudra dire aussi que la situation sanitaire générale sera revenue à la normale. Mais j'entends aussi l'idée de pourquoi pas réfléchir à remettre en place un click and collect de façon plus pérenne. Quel impact ça pourrait avoir sur les espaces? Est-ce que vous imaginez ou rêvez de peut-être pouvoir réaménager en partie certains espaces pour pouvoir prévoir ce service de click and collect ou pas spécialement pour l'instant? Pour l'instant, les usagers revenant petit à petit parce que je pense qu'ils sont assez sécurisés par les mesures sanitaires qu'on a prises. Moi, j'avais un petit peu peur que des gens ne reviennent plus une fois qu'on aurait réouvert totalement. Ce n'est pas le cas, là. Donc, voilà, je me dis qu'il faut trouver un espace pour stocker les documents de la quarantaine, c'est l'objectif, mais que si on pouvait maintenir le fonctionnement tel qu'on l'a aujourd'hui, ce serait intéressant en répondant peut-être sur une livraison à domicile ou peut-être un prêt à emporter comme on l'a fait avec une préparation des sacs pour des personnes qui ont une fragilité particulière au niveau médical. Mais peut-être le limiter à ça et le travailler peut-être avec le CCAS, enfin je ne sais pas. Voilà. Ce pourrait, dans le cas où ça perdurerait, mais là, vous avez bien vu sur les personnels, nous, tout le monde est revenu au boulot. Hein. Il y a actuellement très peu de gens qui sont considérés comme étant vulnérables. Donc,
Voilà. Du coup, je laisse la parole maintenant à Laurence, qui elle aussi va nous faire le bilan et puis les perspectives peut-être de ce qui a été mis en place pendant le confinement pour Boulazac. Ce qui a été mis en place, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, ce sur quoi je voudrais insister dans un premier temps, c'est sur l'adaptabilité dont ont fait preuve tous mes collègues. Ce qui n'était pas évident au départ parce qu'on n'est pas tous à l'aise de la même façon avec les outils informatiques. Et malgré cela, ils ont fait preuve de beaucoup d'adaptabilité et je trouve de beaucoup d'inventivité, ce qui va bien avec la journée. Et ça nous a obligés à réfléchir autrement et à travailler autrement. Et ça, je trouve que c'est un côté positif de ces événements. Parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on se focalisait avant et on se focalise un peu moins maintenant. Parce que je crois que les priorités ont un peu, les choses ont un peu évolué. Voilà. Pour ce qui est des animations qu'on a mis en place après le déconfinement, on a fait comme tout le monde, hein, on a fait à emporter. Nous, ça a fonctionné, à mon sens, bien au départ, mais pour une faible proportion de nos adhérents. Il y en a quand même énormément qui n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on rouvre les bâtiments. C'est chose faite depuis le 15 juin, d'abord sur rendez-vous, puis avec donc un nombre de personnes limité et une durée de fréquentation limitée. Là, depuis début septembre, on constate quand même on a ouvert quasiment tous les espaces de la médiathèque et on constate une réappropriation des lieux qui est assez importante là depuis une quinzaine de jours. Ce qu'on a fait juste après le déconfinement, c'est de lister tous les adhérents dont nous n'avions pas le mail et on les a appelés un par un pour leur demander s'ils souhaitaient bénéficier du système des trains emportés. Si on leur a proposé également de leur porter des documents à domicile, je dois dire qu'il y a eu un très faible engouement pour ce service proposé. Mais on a repris contact de cette façon-là avec tous les adhérents qui n'avaient pas reçu nos mails pendant le confinement. Et là, on réfléchit actuellement à mettre en place un genre de, je vais appeler ça plan hors sec, le plan hors sec des médiathèques. C'est-à-dire qu'on réfléchit, alors on en est au balbutiement, hein, à qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, des choses qu'on préparerait au cas où il se reproduirait quelque chose et qu'on ne soit pas pris au dépourvu si jamais il y avait une situation, que ce soit la Covid ou autre chose, hein, parce qu'on peut imaginer que dans l'avenir, il se passe d'autres événements un peu sympathiques. Voilà. Mais dans le même temps, par exemple, pour la future nuit de la lecture, dont on ne sait pas encore si elle aura lieu ou pas, nous, on s'est dit, tant pis, on la prépare, parce qu'on est, je crois, résolument optimiste aussi, chez moi. Et on n'a pas envie de se laisser engluer par l'amorosité. Et donc, on essaie de préparer la nuit de la lecture en se disant, en fait, on la prépare pour qu'elle soit possible, même si la situation sanitaire reste la même que celle qu'elle est aujourd'hui. En espérant que ça ne va pas empirer. Voilà. Et en fait, ça oblige à de l'originalité, à inventer des choses. Voilà. Et nous, on a envie de s'amuser à prévoir les choses comme ça. On a également repris les animations là, avec les histoires, pour le moment, on les raconte dehors. On accueille à nouveau les classes à partir de lundi. Voilà, donc la vie reprend petit à petit, mais on va essayer d'imaginer des choses pour être moins pris au dépourvu et pour pouvoir mieux répondre aux éventuels besoins de nos adhérents, parce que c'est quand même ça la seule chose intéressante à mon sens.
même si on n'est pas un service effectivement essentiel. C'est aussi à nous d'inventer des choses qui fassent que les gens ne puissent plus se passer de nous. Voilà. Merci Laurence. Jean-Marie, très rapidement, qu'est-ce que la simplification des consignes sanitaires? Alors, c'est-à-dire… c'est Anne qui en a parlé. C'est Anne qui en a parlé. Si je peux intervenir, je pense que ce que Anne a voulu dire, c'est que effectivement, les vademecum tels qu'ils ont été produits et paraissaient très compliqués pour certaines bibliothèques et qu'il y a eu un travail de simplification. Donc Anne a pu faire au niveau de sa collectivité, mais qui a été fait aussi par certaines bibliothèques départementales qui ont généreusement partagé avec nous. Je pense en particulier à la bibliothèque départementale de la Loire-Atlantique qui a fait un très beau travail. Et du coup, ça permettait de sortir vraiment les points principaux de manière à quand même à rassurer et à mettre en place des choses qui paraissent faciles à mettre en place. Si je peux ajouter un point par rapport à ça, on reste quand même dans une situation un peu compliquée parce que on doit jongler d'une part avec des décrets qui s'imposent à tout le monde, donc ça c'est facile. Oui. On a par ailleurs les recommandations des associations de bibliothèques et construites avec le ministère, mais là ça peut se compliquer parce que, comme nous l'ont rappelé nos élus la semaine dernière à Périgueux, ce ne sont pas des textes normatifs, donc les élus en font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que la simplification, on peut se retrouver un peu coincé entre une volonté pour nous de faire des choses simples, claires, qui puissent protéger à la fois les agents et les usagers, mais en même temps, on a une injonction qui est un peu générale, hein, pas que dans la bibliothèque, mais de revenir à la normale. Donc, je pense que là encore, mes collègues ne contrediront pas, on a tous à être encore une fois inventifs et créatifs pour trouver des règles qui soient faciles à présenter et à faire respecter et qui conviennent à la fois aux élus, aux agents et aux usagers. Tout à fait. Florence, est-ce qu'il y a encore des questions? Je crois que le temps imparti est terminé. Est-ce qu'il reste encore des questions sans réponse? Il y a quelques questions en effet, mais comme nous allons devoir clore ce débat et passer au débat suivant, je reprends la vidéo. Il y a quelques questions qui pourront être posées par les participants ensuite aux intervenants, soit par mail, soit d'une autre façon. Là, on ne va pas pouvoir y répondre directement. Par exemple, des problèmes de jauge, de masques. Félicitations à Boulazac pour leur partenariat avec le CCAS et votre Facebook fourmi de pépites. Quel enthousiasme, ça fait du bien. Voilà, Halloween dans une bibliothèque, probablement de la nuit de la lecture possible en ligne, des questions sur les fauteuils et canapés, comment les mettre à disposition du public. Là, une question sur une solution qui concilie quarantaine et consultation sur place. Voilà, donc il y a de nombreuses questions qui nécessiteraient de nombreuses minutes de réponse. Est-ce que je peux répondre en 1 minute juste sur les masques et les jauges? Très rapidement, Florence. Vas-y, Laurence, vas-y. Donc, nous, pour les masques, en fait, pour les histoires, par exemple, puisque j'ai vu qu'il y avait eu cette question, pour les histoires, on les fait pour le moment, tant que le temps le permet, en extérieur, avec des kamishibai, ce qui permet de garder la distance de fait. Et du coup, on ne met pas le masque parce qu'on est dehors et qu'on est loin, vraiment loin. Voilà, donc ça, c'est une première réponse. Et sinon, après, on ne fait que sur inscription avec des nombres de participants limités, y compris pour les ateliers de création, des choses comme ça. Voilà. Merci. Alors, merci à tous. Merci à Jean-Marie, Laurence, Anne et on a perdu Viviane, mais merci beaucoup à Viviane Olivier de la Creuse. Merci à eux 110 participants en ligne pour ce débat qui commence la journée de l'inventivité. Donc voilà, gardons le contact et on continue la journée avec grand plaisir. Merci à tous.